Cette histoire nous vient de Selena, qui va nous partager quelque chose de terrifiant qui lui est arrivé. C'était quand elle avait environ 8 ans, et elle se souvient encore très bien de cette nuit-là. Ses parents devaient partir hors de la ville pour un mariage, et il était environ 19 heures. Avant de partir, ses parents lui ont dit de bien verrouiller la porte et de ne l'ouvrir à personne. Ils lui ont aussi précisé qu'il serait de retour vers 23 heures ou minuit, et qu'elle devait être couchée à leur retour. Après leur avoir dit au revoir, Selena a verrouillé la porte. Ensuite, elle est allée jouer dans sa chambre avec ses jouets. Tout se passait normalement, jusqu'à ce qu'elle ressente cette sensation étrange, comme si quelqu'un la regardait. Elle a haussé les épaules, pensant que ce n'était rien. 2 heures plus tard, elle a voulu s'occuper en cuisinant un peu. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à sortir des choses du réfrigérateur. Des oignons, des concombres, des tomates. Mais cette sensation est revenue. Encore une fois, elle a fait semblant de rien, sans trop y penser. À l'époque, Selena était une enfant très courageuse. C'est d'ailleurs pour cela que ses parents l'avaient laissée seule. Elle a commencé à couper et à préparer les légumes qui lui passaient sous la main, et une demi-heure est passée comme ça. Pendant qu'elle coupait, elle a eu l'impression de voir quelque chose du coin de l'œil. Elle s'est retournée, et là, elle a vu une créature grise, aux yeux sombres, chauve, grande, effrayante. Ça ne ressemblait absolument pas à un être humain. La créature l'a regardée, puis elle a disparu. Selena est restée complètement figée, incapable de bouger ou même de trembler, totalement vide. Après quelques minutes, elle a nettoyé la cuisine et elle a commencé à inspecter la maison. À 8 ans, elle ne réfléchissait pas vraiment à ce que cela pouvait être. Puis elle a regardé l'heure. Il était 22 heures passées. Elle a mis son pyjama, et s'est brossé les dents, et s'est préparée à aller dormir. Elle s'est endormie rapidement. Quelques heures plus tard, elle a de nouveau ressenti cette présence qui l'a fixée. Elle a ouvert les yeux, elle s'est levée, et soudain, son épaule a été comme écrasée, comme si quelque chose appuyait dessus. Elle a d'abord pensé à une sorte de crampe. Mais pourquoi une crampe là? En regardant vers la porte de sa chambre, elle l'a vue. La créature était là. Ils se sont regardés en silence pendant de longues minutes. Selena s'était de nouveau figée. Puis elle a hurlé de toutes ses forces et a éclaté en sanglots. Au même moment, ses parents sont enfin rentrés. Son père a accouru dans sa chambre en lui demandant ce qui se passait. Elle a pointé la chose du doigt, mais il n'a rien vu. Car, comme la première fois, la créature avait disparu. Depuis cette nuit-là, Selena ne l'a plus jamais revue. Elle espère que cette chose ne reviendra jamais. Car si ses parents n'étaient pas rentrés à temps cette nuit-là, que lui serait-il arrivé? Il y a 3 ans, un ami de Lucas, prénommé Thomas, lui a demandé de l'accompagner dans une maison abandonnée. Cette maison était célèbre dans leur quartier comme étant hantée. Tous ceux qui y entraient en ressortaient blessés ou fous. Lucas avait juré qu'il n'y mettrait jamais les pieds, mais Thomas lui a promis de le présenter à une jolie fille s'il acceptait, et Lucas n'a pas su refuser. Ils sont donc entrés dans la maison abandonnée, et dès qu'ils ont franchi le seuil, ils sont tombés sur un grand portrait de famille. Les personnes représentées montraient leurs dents comme des animaux, et du sang coulait autour de leur bouche. Frissonnant face à cette étrangeté, Lucas a continué à avancer, éclairant autour de lui avec sa lampe torche. Soudain, un bruit de vaisselle entrechoquée est venu de la cuisine. Surpris, Lucas a dirigé son faisceau lumineux dans cette direction, mais il n'y avait personne. Des assiettes, des fourchettes et des couteaux étaient pourtant soigneusement disposés sur la table. En s'approchant, Lucas a vu qu'il y avait des os dans les assiettes. On aurait dit un crâne humain éclaté en plusieurs morceaux. Il a poussé un cri et a couru vers Thomas pour lui dire de sortir immédiatement. Mais Thomas a répondu « Puisqu'on est là, je devrais au moins taper dans la main du fantôme avant de partir. Allez, montons au 2e étage. » Peu importe combien Lucas a insisté pour partir, Thomas n'a rien voulu entendre. Ils sont montés au 2e étage, où de nombreux tableaux étaient également accrochés. Il semblait s'agir de portraits des ancêtres de la famille, et leurs visages étaient déformés et effrayants. Ils avaient la peau rouge, des pupilles minuscules comme des poings, et des ongles d'une longueur inquiétante. Lucas est entré dans la première pièce, et à peine a-t-il ouvert la porte qu'une silhouette sombre a hurlé depuis l'intérieur. Ça a l'air délicieux. Puis une forme squelettique de femme s'est traînée vers lui. Paniqué, Lucas a reculé d'un pas. L'air froid et sanglant l'a frappé de plein fouet, et la femme a disparu. Il a cru halluciner à cause de la peur extrême, et tout son corps s'est mis à trembler. C'est alors que ça s'est produit. Il a entendu Thomas crier dans une autre pièce, et s'est précipité pour le rejoindre. Mais en essayant d'ouvrir la porte d'où venaient les cris,
il s'est rendu compte qu'elle était verrouillée. Il a hurlé à Thomas d'ouvrir et a frénétiquement tourné la poignée, criant sans s'arrêter. Mais de l'intérieur, il n'entendait que des gémissements, des bruits de vaisselle et des éclats de rire. Lucas a donné des coups d'épaule contre la porte, en vain. Cherchant autour de lui une clé, il n'a rien trouvé. C'est à ce moment-là qu'il a entendu Thomas murmurer quelque chose. En collant son oreille contre la porte, Lucas a pu distinguer « Je suis extatique ». Il a frappé la porte de toutes ses forces pendant un moment, sans succès, puis a fini par appeler la police. Même s'il devait être puni, il devait d'abord sauver Thomas. Un peu plus tard, les policiers sont arrivés. Furieux, ils lui ont reproché d'être entré dans une maison où des dizaines de personnes étaient mortes. Ils ont fait sauter la poignée et se sont engouffrés à l'intérieur. Quand la porte s'est finalement ouverte, Lucas a été choqué par ce qu'il a vu. Thomas était allongé sur une grande table, en sous-vêtements, plusieurs fourchettes plantées dans le ventre. Autour de lui, des assiettes remplies d'un liquide noir étaient posées. Thomas murmurait inlassablement la même phrase. « Bon appétit, bon appétit !» Tout le monde a hurlé, mais Thomas continuait de bredouiller. « Prenez aussi ça !» Il a saisi un couteau et a tenté de se poignarder à nouveau. Les policiers se sont précipités pour le désarmer, mais il a brandi l'arme contre eux, en criant qu'il ne leur donnerait pas sa chair. Les forces de l'ordre ont difficilement réussi à le maîtriser et l'ont transporté en ambulance. À peine est-il sorti de la maison sur une civière, qu'il s'est mis à hurler de douleur avant de perdre connaissance. Il a dû se faire opérer à l'hôpital. Quelques jours plus tard, Lucas lui a rendu visite. Thomas ne l'a même pas regardé, il fixait simplement le plafond avec un sourire. Il a dit « Oh, cette nuit-là a été la plus belle nuit de ma vie. Quand je suis entrée dans la pièce, la famille était émaciée par la faim. Mais ils étaient si magnifiques que j'ai décidé de satisfaire leur appétit. Je me suis allongée sur la table, et ils ont commencé à manger ma chair. Les voir heureux m'a comblé d'un bonheur incommensurable. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir nourrir des êtres aussi nobles. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris. La raison pour laquelle je suis allée là-bas, c'était pour eux. » Des larmes de sang ont coulé de ses yeux. Puis soudain, il a fusillé Lucas du regard et a crié « Pourquoi es-tu entré pendant le repas? S'ils n'avaient pas été interrompus, ils auraient pu me dévorer entièrement. Ramène-moi là-bas, ils m'attendent. » Il l'a saisi par le col en le suppliant, jusqu'à ce que les infirmiers et un médecin accourent pour l'immobiliser. Lucas, sous le choc, a quitté sa chambre d'hôpital, incapable de dire un mot. Thomas n'était plus le même. Lucas a fondu en larmes, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Les jours suivants, il n'a pas eu le courage de recontacter Thomas. Puis, après quelque temps, il a appris ce qui s'était passé. Thomas avait tenté de s'arracher l'estomac à main nue, convaincu qu'il devait nourrir la famille de la maison abandonnée. Il a finalement été interné dans un hôpital psychiatrique. Pendant son séjour, Thomas a dessiné les visages de la famille. Ils étaient squelettiques, avec des dents et des ongles démesurément longs, ressemblant davantage à des monstres qu'à des êtres humains. Lucas ne savait toujours pas ce que Thomas avait réellement vu cette nuit-là. Il espérait seulement qu'un jour, Thomas pourrait redevenir tel qu'il était avant. Ali vit au Soudan. Ça fait longtemps qu'il veut partager cette histoire. Il est le deuxième d'une fratrie. Sa sœur, l'aînée, a 18 ans, et lui en a 17. Ce qu'il raconte s'est passé lorsqu'il avait 11 ans. À l'époque, sa famille menait une vie tout à fait normale. Sa mère était enceinte, et après 9 longs mois, elle a finalement donné naissance à sa petite sœur. Ali s'est précipitée à l'hôpital pour la voir. Elle était minuscule, fragile et absolument adorable. Son père, malheureusement, ne pouvait pas être présent parce qu'il travaillait à l'étranger, mais Ali l'a appelé en visio pour qu'il puisse voir le bébé. Il se souvient encore des larmes de joie dans les yeux de son père à la seconde où il l'a vu. Une fois que sa mère a reçu les soins nécessaires et qu'il est rentré à la maison, les voisins se sont rassemblés devant chez eux pour la féliciter. Son oncle, le frère de sa mère, logeait chez eux pour leur prêter main forte. En plein milieu de cette petite célébration, une vieille dame s'est approchée de sa mère pour la féliciter à son tour. Sa mère a semblé surprise sur le moment, puis elle lui a souri en la remerciant, sans y accorder plus d'importance. Cette nuit-là, après une journée bien remplie, toute la famille a dîné puis s'est couchée vers 22h. Mais à 3h du matin, Ali s'est réveillé parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. En traversant le couloir, il a remarqué une silhouette mouvante dans la chambre de sa mère. Sur le moment, il n'a pas trop réagi. Il a pensé que c'était son oncle qui venait vérifier que tout allait bien. Mais en ressortant des toilettes, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Son oncle était en train de lutter avec quelqu'un au sol.
Ali, figé sur place, a vu son oncle projeter l'homme à terre et le rouer de coups, puis s'est tourné vers lui et a crié de retourner immédiatement dans sa chambre, et de ne surtout pas en sortir. Quelques minutes plus tard, des sirènes de police ont retenti dehors. Ali entendait son oncle parler aux agents, mais il ne comprenait pas ce qu'il disait. Finalement, la police est repartie, et son oncle leur a dit de retourner dormir. Mais comment aurait-il pu? Le lendemain matin, Ali lui a posé la question. La réponse de son oncle lui a glacé le sang. Il lui a expliqué que, pendant qu'il allait chercher un verre d'eau dans la cuisine, il a vu un homme dans la maison. Un inconnu qui tenait la petite sœur d'Ali dans ses bras. L'homme essayait de l'enlever. Pris de panique, son oncle s'est jeté sur lui et lui a arraché le bébé des bras. Le kidnappeur s'est jeté sur lui à son tour, et une bagarre a éclaté. C'est exactement à ce moment-là qu'Ali est sortie de la salle de bain. Quelques heures plus tard, on a frappé à la porte. Cette fois, c'était la police. L'oncle d'Ali a ouvert, un peu confus. Mais quand l'agent s'est mis à parler, il s'est figé. L'homme qui s'est introduit chez eux n'était pas un simple cambrioleur. Il avait été payé pour enlever le bébé. Choqué, l'oncle a demandé qui serait capable de faire une chose pareille. L'agent a hésité, puis a fini par dire « C'est la vieille dame qui a félicité votre mère hier. Elle a déjà enlevé et vendu 4 nouveau-nés à des inconnus avant la naissance de la sœur d'Ali. » La police l'a arrêté et les son complice. Tous deux ont été condamnés à la prison à vie. Mais qu'est-ce qui se serait passé si son oncle n'était pas sorti boire un verre d'eau cette nuit-là? Ali remercie Dieu chaque jour d'avoir protégé sa petite sœur. Aujourd'hui, il a 17 ans et elle en a 6. Leur père, lui, ne sait toujours rien de ce qui s'est passé cette nuit-là. Mila a aujourd'hui 30 ans, mais ce qu'elle raconte s'est passé alors qu'elle en avait environ 24. À cette époque, ses parents ont décidé d'emménager dans une maison toute neuve. C'était la première d'une rangée de plusieurs maisons, suivie par un ensemble d'environ 4 autres. Tout au bout de cette rangée, un grand espace vide occupait le terrain, avec une pente abrupte. Rien n'y avait été construit à part quelques places de parking supplémentaires. Ce détail allait prendre tout son sens plus tard. Un an après, ses parents se sont séparés, et sa mère est partie vivre ailleurs. Il ne restait donc que son père, son frère qui terminait sa dernière année d'université, et elle. Mila, elle, avait déjà obtenu son diplôme, et passait donc plus de temps à la maison. Comme son père et son frère devaient se lever tôt pour le travail et les cours, elle avait souvent l'habitude de rester debout plus tard qu'eux. Un soir, vers 2 heures du matin, elle est descendue à la cuisine pour se servir un verre d'eau. Pour ne réveiller personne, elle a préféré utiliser la lumière de son téléphone plutôt que d'allumer les lampes. À part cette faible lueur, la maison était complètement plongée dans le noir. Elle savait que son père et son frère dormaient tous les deux profondément. Pourtant, alors qu'elle atteignait le premier palier de l'escalier, elle a entendu quelqu'un courir, de la cuisine jusqu'au salon. Le bruit était fort, et le parquet résonnait au moindre pas. Prise de panique, elle a dévalé le reste des marches et a allumé toutes les lumières. Mais une fois dans la pièce, il n'y avait plus personne. Mila, un peu confuse, n'a pas insisté. Elle a pris son verre d'eau et est remontée se coucher. Mais ce n'était que le début. 1 ou 2 mois plus tard, elle s'est retrouvée seule à la maison. Elle avait passé la journée à lire et à regarder des vidéos, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il commençait à se faire tard. Vers 18 heures, elle a envoyé un message à son père et à son frère pour leur demander à quelle heure ils rentreraient. Tous les deux ont répondu qu'ils finiraient tard ce soir-là. Elle a soupiré, puis a continué à regarder des vidéos YouTube, allongée dans son lit. Soudain, son lit s'est mis à trembler violemment. Ce n'était pas un tremblement de terre. Ni sa commode, ni sa bibliothèque n'avaient bougé. Il vivait près d'une base militaire qui faisait parfois des essais d'armement, mais même ça n'aurait pas pu provoquer une secousse aussi brutale. En général, on entendait juste les bruits, sans plus. Le lit de Mila reposait sur des lattes en bois, et il lui était déjà arrivé qu'une latte tombe. Mais quand cela se produisait, on ne sentait le choc que si on était assis sur le matelas. Là, c'était complètement différent. Le lit tremblait de façon visible, et n'importe qui dans la pièce aurait pu le constater. Terrifiée, elle a immédiatement appelé son petit ami, complètement paniquée. À ce jour, elle n'a toujours aucune explication à ce qui s'était passé cette nuit-là. Le dernier événement étrange est survenu peu de temps avant son déménagement, très tôt un matin. Mila travaillait dans un café, et elle devait partir à 5 heures pour ouvrir à 5h30. À ce moment-là, sa belle-mère et ses 2 belles-sœurs avaient emménagé chez eux, ce qui rendait le stationnement difficile. Elle avait dû garer sa voiture dans l'espace de débordement, près du terrain vide avec la colline abrupte et les buissons envahissants. Alors qu'elle marchait vers sa voiture et longeait cette zone, elle a soudain entendu quelqu'un l'appeler par son prénom, distinctement, comme si la voix venait juste à côté d'elle. Elle s'est arrêtée et a tourné la tête vers la gauche, mais il n'y avait rien.
juste une obscurité totale. Paniquée, elle a couru jusqu'à sa voiture et a verrouillé les portes dès qu'elle est montée à l'intérieur. Croyez-la ou non, mais Mila est convaincue que cette maison est hantée. Son père y vit toujours, mais selon lui, il n'a jamais vécu d'expérience comme les siennes. Nassim était en classe de 5e quand cet événement s'est produit. Il jouait avec ses amis pendant le cours de PS lorsque, tout à coup, leur professeur leur a ordonné de courir jusqu'au vestiaire à cause d'un code rouge, ce qui signifiait une vraie alerte. Tous ses amis se sont mis à courir. Il faut préciser qu'à ce moment-là, Nassim avait une entorse à la jambe, ce qui l'empêchait de courir correctement. Pour lui, rejoindre les vestiaires a été vraiment difficile. Une fois enfermé dans le vestiaire, plusieurs élèves se sont demandé si c'était une vraie alerte ou non. Nassim, de son côté, avait pensé à une mauvaise blague, surtout que ce jour-là, c'était le 1er avril. Certains de ses camarades se sont même mis à faire les malins, en plaisantant sur le fait qu'ils allaient cogner les tireurs. Après environ une demi-heure, la direction a annoncé par haut-parleur que le code rouge était devenu un code jaune, ce qui voulait dire que tout le monde devait rester dans les salles sans en sortir. Et pour une raison que Nassim n'a jamais comprise, leur professeur de PS a estimé que ce changement signifiait qu'ils pouvaient retourner dehors. Nassim a été choqué. Leur prof pensait vraiment que c'était une bonne idée de les faire sortir alors qu'un confinement était encore en cours. Il ne comprenait pas ce qui lui passait par la tête. Il aurait pu mettre tous les élèves de 5e en danger. Un code jaune signifie qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de l'école, donc ce n'est clairement pas le moment d'aller dehors. Avec du recul, Nassim s'est dit que ce prof-là était surtout très fainéant. Il ne parlait presque jamais aux élèves, et ressemblait davantage à un remplaçant désintéressé qu'à un vrai prof. Bref, tous les camarades de Nassim l'ont suivi dehors. Mais lui, il a eu un mauvais pressentiment. Il a préféré rester dans le vestiaire. Un ami lui a demandé pourquoi il restait, mais Nassim n'a pas voulu répondre. Il est resté tout seul, un peu nerveux, mais heureusement, il avait son téléphone pour passer le temps. 1 heure plus tard, la classe est revenue, et personne n'a remarqué qu'il était resté à l'intérieur. En se rendant à son cours suivant, il a enfin compris ce qui s'était passé pendant l'alerte. Quelqu'un avait poignardé, et peut-être même tué, une personne dans la station-service située juste à côté de leur école. Pendant le code jaune, alors que tout le monde était ressorti, l'agresseur avait tenté de se diriger vers l'école et avait failli escalader la clôture. Quand les élèves l'ont vu, ils se sont tous mis à courir vers le bâtiment. Heureusement, il n'a pas réussi à entrer dans l'école. Nassim n'arrivait pas à croire que tout ça s'était vraiment produit, et un 1er avril en plus. Cela remonte à 2 ans, et aujourd'hui il est en seconde, mais il se demande parfois ce qui aurait pu arriver s'il avait suivi le reste de sa classe dehors. Si l'agresseur avait réussi à franchir la barrière, il aurait facilement pu l'attraper en premier, étant donné que sa jambe le faisait encore souffrir à ce moment-là. Il ne doit sa sécurité qu'à lui-même, et au bon réflexe d'être resté là où c'était sûr, dans les vestiaires. Paro est indien, et il a aujourd'hui 24 ans. Il vit à Kerala, dans le sud de l'Inde. Il affirme ne jamais avoir cru aux phénomènes paranormaux, jusqu'à ce que ça lui arrive. Il a raconté cette histoire à sa famille, à ses amis, mais personne ne l'a cru. Alors aujourd'hui, il a décidé de la partager avec nous. À l'âge de 14 ans, après ses examens de fin d'année, il est parti passer ses vacances chez la sœur de sa mère. Elle habitait dans une ferme. Son oncle était agriculteur et possédait des chèvres, des vaches, des poules, des chiens et des chats. Sa tante vivait dans une grande maison comportant 4 chambres. Paro a choisi la plus grande, une ancienne pièce qui appartenait au père de son oncle, décédé 4 ans auparavant. C'était l'une des plus belles chambres, avec une pièce attenante. Une nuit, alors qu'il dormait, Paro s'est réveillé pour aller aux toilettes. Il y avait une fenêtre dans la salle de bain, et en regardant dehors, il a aperçu ce qui ressemblait à une tête de chèvre. Il a cru se tromper, alors il est retourné se coucher. Mais il s'est senti anxieux sans raison, incapable de retrouver le sommeil. Il s'est mis à fixer la porte de la salle de bain, et il a aperçu une ombre. Comme il a cru à une simple hallucination, il a fini par se rendormir. Le soir suivant, il a eu encore plus de mal à dormir. Lorsqu'il s'est enfin assoupi, il a subi un épisode de paralysie du sommeil. Il a vu une silhouette. Il n'a pas réussi à l'identifier, mais ses yeux étaient rouges. Elle l'a observé pendant quelques minutes, puis elle lui a touché le nez. Dès que la silhouette l'a touché, il a ressenti une douleur vive. Il a pleuré et a tenté de se réveiller, et la silhouette a disparu. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, il a cru avoir fait un cauchemar,
alors il n'y a pas prêté attention. Mais quand il s'est brossé les dents devant le miroir, il a vu une plaie sur son nez. En la touchant, la douleur s'est réveillée, exactement au même endroit où la silhouette l'avait touché. Pris de panique, il s'est précipité pour en parler à sa tante, mais elle s'est moquée de lui. Cette nuit-là, il a dormi dans sa chambre, puis il a appelé sa mère, qui est venue le rejoindre. Paro lui a raconté toute l'histoire, mais elle ne l'a pas cru. Son père, son frère, ses camarades de classe ont tous réagi de la même manière. Ils ont pensé qu'il inventait. Paro, lui, n'en était pas si sûr. Il continue de se demander, est-ce que c'était juste son imagination? Mais dans ce cas, d'où venait cette cicatrice sur son nez? Ce dont il est certain en revanche, c'est qu'il n'a pas menti. Cette histoire n'est pas vraiment une histoire d'horreur, plutôt un aperçu du passé des parents de Ravi, bien avant sa naissance. Il avait 14 ou 15 ans quand sa mère lui a parlé du côté sombre de son père. Entrons dans le vif du sujet. Avant la naissance de Ravi, ses parents formaient un couple uni. Tout le monde dans leur ville natale connaissait bien son père et le respectait. Enfin, si l'on peut appeler ça du respect. Il était gentil, affectueux et apprécié de tous. Mais parfois, il se mettait en colère pour des broutilles. Ce n'était rien de très grave. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Un jour, sa mère rentrait chez elle après avoir fait quelques courses. Elle marchait tranquillement, sans se méfier, quand elle a senti qu'on la suivait. En se retournant, elle a aperçu un type louche, un Marcel blanc crasseux qui l'a fixé. Elle s'est sentie mal à l'aise, mais elle a continué son chemin en tentant de l'ignorer. Puis, sans prévenir, l'homme a accéléré le pas, s'est approché d'elle et lui a mis une claque sur les fesses. Furieuse, elle s'est retournée et a crié « Qu'est-ce que tu fais, espèce de taré ?» tout en reculant. L'homme, lui, est resté là, à la fixer sans dire un mot. Ça a suffi pour qu'elle prenne la fuite. Elle a couru jusqu'à chez elle et a verrouillé la porte derrière. Ce soir-là, elle a tout raconté au père de Ravi. Disons simplement qu'il ne l'a pas bien pris. Il lui a demandé, d'une voix froide et calme, il ressemblait à quoi? Elle a fait de son mieux pour le décrire. Et quand elle a fini, il a compris que c'était un de ses soi-disant potes. Il est devenu livide. Il n'a pas dit grand-chose. Il lui a juste dit qu'il allait s'en occuper. Et il l'a fait. Ravi ne sait pas à quelle heure il est sorti, mais sa mère lui a raconté qu'il avait attendu dehors, dans la nuit noire, comme s'il guettait quelqu'un. Et il n'avait pas les mains vides. Il tenait quelque chose. Des heures ont passé, puis l'homme est apparu, marchant devant leur maison. Dès qu'il lui a tourné le dos, le père de Ravi a bondi. Il l'a plaqué au sol et ils se sont battus. Puis, son père a sorti ce qu'il tenait. Un katana. Pas une réplique bon marché, mais une vraie lame. Longue, tranchante, ancienne. Et il s'en est servi. Il l'a entaillé. Pas assez pour le tuer, mais assez pour le faire hurler. Pendant plusieurs minutes, il l'a torturé. Quand il a terminé, il s'est tenu au-dessus de lui, la lame dégoulinant de sang, le regard glacial, méconnaissable. Puis il a pris la parole. « Ne reviens jamais ici », il a dit d'une voix glaciale. « Sinon, la prochaine fois, je te découpe en morceaux et je te jette à la rivière. » L'homme a crié de douleur et s'est enfui en titubant, comme si sa cheville était brisée. Ils ne l'ont plus jamais revu. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête là, eh bien non. Quelques années plus tard, Ravi est né. Son père l'adorait, il le couvrait de cadeaux. S'il voulait quelque chose, il l'obtenait. Évidemment, ça rendait sa mère folle. Vers 3 ou 4 ans, Ravi a trouvé un grand étui noir planqué dans un tiroir. Curieux, il a traîné une chaise, l'a sorti et s'est mis à jouer avec. C'était lourd, mais il avait quand même réussi à le faire bouger. Une minute plus tard, son père est entré dans la pièce et s'est figé. Ses yeux se sont agrandis en voyant ce que Ravi tenait. Il s'est précipité, lui a repris l'objet des mains et l'a posé en hauteur. Puis s'est accroupi, l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Ne touche plus jamais à ça ». Ravi a hoché la tête. Et tout de suite après, son père l'a pris dans ses bras, a souri et l'a rassuré, en lui disant qu'ils allaient acheter des sucreries. Ravi a oublié toute l'histoire. Un an plus tard, son père s'est disputé violemment avec sa sœur, la tante de Ravi. Il était trop jeune pour comprendre, alors il s'est caché dans sa chambre jusqu'à ce que ça passe. Des années plus tard, à 14 ans, il a fini par poser la question à sa mère. Elle a poussé un long soupir, puis elle lui a raconté la vérité. Sa tante était tombée enceinte très jeune, avant même de terminer ses études, et son père avait vu rouge. Il avait saisi ce même étui noir, et quand il en a sorti le katana, ce n'était pas pour faire peur. Il était prêt à s'en servir. Il voulait la tuer, elle et le bébé.
Sa mère a dû s'interposer physiquement. Il a fallu des mois pour qu'il se calme et accepte l'existence de sa nièce. Quand elle a raconté tout ça à Ravi, il n'a pas réussi à dormir. Rien que l'image de son père, tenant cette épée, prêt à tuer sa propre sœur, ça l'a glacé. Aujourd'hui, Ravi a 16 ans. Son père reste un homme aimant. Il a toujours ses accès de colère, mais maintenant, il sort des blagues pour faire retomber la pression. Mais quelque chose en lui avait besoin d'en avoir le cœur net. Un jour, il s'est faufilé dans la chambre de ses parents, a retrouvé l'étui noir, et l'a ouvert. Et là, il l'a vu, le katana. L'histoire de sa mère était donc véridique. Il y avait encore du sang dessus. Un rouge terne, presque rouille. Ça ne sentait rien, mais c'était bien là. Il a refermé l'étui et l'a remis à sa place. Aujourd'hui, il essaye de ne pas trop y penser. Mais une chose est sûre, il compte bien rester à l'école et bosser dur, parce qu'il ne veut jamais croiser cette épée. Pas que son père soit encore comme ça. S'il rate quelque chose à l'école, il lui demande ce qui s'est passé, puis lui achète une glace pour lui remonter le moral. Il l'aime. Il aime aussi son petit frère, qui a 10 ans maintenant. Et leur voisin, il respecte son père. Il l'aime même. S'il a besoin d'aide pour de la nourriture ou de l'argent, ils sont toujours là, sans poser de questions. Parce qu'ils se souviennent de tout ce qu'il a fait pour eux. Aujourd'hui, la vie est belle. Mais parfois, en repensant au passé de son père, Ravi frissonne encore. Parce que, peu importe à quel point il a changé, ce katana est toujours là. Cette histoire est arrivée à Elisa et à ses amis il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, Elisa a 38 ans et vit dans le Tennessee, dans une région où se trouve un lieu surnommé Petite Égypte. Il s'agit essentiellement d'un trou d'eau dans les bois, un coin où elle et ses amis sont allés des centaines de fois, souvent la nuit. C'était au beau milieu de l'été, et la fête foraine du coin battait son plein. Elisa, sa sœur jumelle et 2 de leurs amis y sont allés pour traîner comme des ados ordinaires. Pendant la soirée, elles ont croisé leur famille, et elles ont prévenu leur mère qu'elles comptaient aller à Petite Égypte pour s'amuser, comme elles en avaient l'habitude cet été-là. Elisa se souvenait très bien que leur mère leur avait expressément dit, à elle et à sa sœur, de ne pas aller là-bas ce soir-là. Elle leur avait dit que tout pouvait arriver dans un endroit comme celui-là. Mais comme elles avaient plus de 18 ans à l'époque, elles ne l'ont pas écouté évidemment. À cet âge-là, on pense que les parents exagèrent toujours. Elles lui ont répondu qu'elle était parano et que rien ne leur arriverait. Vers minuit, elles ont finalement décidé d'y aller. Elisa et son amie Lina ont pris une voiture, tandis que sa sœur jumelle et leur ami Heather ont pris une autre voiture. Petite Égypte se trouvait à une dizaine de minutes de toute trace de civilisation, complètement perdue dans les bois. Il n'y avait aucun endroit pour faire demi-tour, sauf en remontant sur la route. Elles ont fini par arriver, elles ont garé les voitures et sont sorties, sans trop s'éloigner, le temps de sortir leurs lampes torches et le reste. Alors qu'Elisa s'approchait de la voiture où se trouvait sa sœur, un bruit a retenti, des branches qui craquaient. Elle a levé les yeux vers sa sœur et lui a demandé si elle avait entendu ça. Sa sœur lui a répondu que oui, en supposant que c'était peut-être Lina qui voulait leur faire peur. Elles ont crié à Lina d'arrêter ses bêtises, que ce n'était pas drôle. Mais Lina a juré que ce n'était pas elle. Et à peine quelques secondes plus tard, une série de craquements a résonné, bien plus forts et bien plus nombreux. Heather et la sœur d'Elisa ont immédiatement sauté dans leur voiture. Elisa, elle, a couru jusqu'à celle de Lina. Elles ont à peine eu le temps de s'y engouffrer. Lina avait des ceintures de sécurité automatiques, et l'une d'elles a presque arraché l'épaule d'Elisa tellement elle était entrée vite. Elles ne savaient même pas comment elles avaient réussi à faire demi-tour dans un espace aussi réduit. Mais quand elles ont enfin pu manœuvrer, 6 hommes entièrement vêtus de noir, cagoulés et armés de battes de baseball ont jailli des bois, exactement là où elles s'étaient garées. Ils les ont poursuivis. 3 jours plus tard, les filles ont décidé de retourner sur les lieux. Elles ont trouvé des rubans de police tout autour de la zone. D'autres personnes étaient là, alors elles leur ont demandé ce qui s'était passé. Quelqu'un leur a expliqué qu'un homme avait été battu à mort 3 nuits plus tôt, soit exactement la nuit où ces 6 hommes avaient surgi des bois pour les prendre en chasse. Elisa s'est sentie soulagée d'avoir réussi à s'enfuir à temps. Mais son cœur s'est brisé en pensant à cet homme qui, lui, n'avait pas eu cette chance. Ce monde est vraiment devenu fou. Il y a quelques années, en 2019, les salles de cinéma étaient bondées lorsque le film coréen Parasite est sorti. Peut-être parce qu'il venait tout juste de remporter la Palme d'Or, il y avait énormément de monde, même en semaine en pleine journée. Ce jour-là, Naïma est arrivée un peu en retard. Tous les spectateurs étaient déjà assis. Elle a choisi une place quelque part au milieu de la salle, probablement au 8e rang à partir de l'écran.
Le film a commencé, et l'ambiance était relativement calme, étant donné que ce n'était pas un film pour enfants. Mais dès les premières minutes, elle a entendu une respiration étrange provenant de la personne assise à côté d'elle. Elle n'y a pas prêté attention tout de suite, jusqu'à ce qu'un mouvement étrange attire son regard, juste sous l'écran. L'espace vide entre l'écran et la première rangée de sièges, habituellement recouvert de moquettes, était supposé être désert. Mais là, quelqu'un rampait à 4 pattes, le ventre collé au sol. Impossible de dire si c'était un homme ou une femme. Ses cheveux étaient en désordre, et il ondulait lentement, presque comme un ver. Naïma a d'abord pensé que cette personne s'était peut-être blessée ou avait chuté. Ou alors, était-elle ivre? Pourquoi tout le monde faisait comme si de rien n'était? Elle a observé autour d'elle, mais personne ne semblait réagir. Du coup, elle aussi est restée figée. Un peu plus tard dans le film, il y a eu une scène où une famille s'introduit dans une maison vide pour boire et manger. Le son de la pluie était particulièrement immersif. Et soudain, cette chose non identifiée a levé la tête brusquement vers le plafond. Jusque-là, elle rampait en silence. Mais à ce moment précis, elle a redressé le haut de son corps, s'est cambrée et a commencé à scruter la salle comme une bête en alerte. Naïma ne savait pas si elle la regardait directement ou si elle fixait simplement cette partie de la salle. Mais elle a senti son regard se tourner vers elle. Leurs yeux se sont croisés. De ce qu'elle pouvait voir à travers les cheveux en bataille, seul le nez et la bouche étaient à peu près visibles. Et là, une pensée glaçante lui a traversé l'esprit. Est-ce que c'était un être humain? Un profond malaise l'a envahi. Elle a délibérément détourné les yeux pour fixer à nouveau l'écran. Mais la silhouette, elle, a redressé complètement le torse et s'est mise à fixer les spectateurs depuis le bas de l'écran. Naïma ne voyait toujours pas clairement son visage, caché par les cheveux, jusqu'à ce que la lumière du film l'éclaire pendant un court instant. Et là, elle a enfin pu distinguer ses traits. Une bouche étirée jusqu'aux oreilles, presque fendue, et des yeux anormalement grands, écarquillés à l'extrême. Elle a failli hurler. La vision de ce visage était si écœurante qu'elle en a eu la nausée. Elle a attrapé son sac en vitesse et a couru vers les escaliers, décidée à quitter la salle. En descendant, elle a jeté un dernier regard vers l'écran. La chose la fixait toujours, la tête légèrement penchée. Comme souvent dans les cinémas, l'entrée et la sortie ne se trouvaient pas au même endroit. Naïma a tenté d'ouvrir la porte de la sortie la plus proche, mais elle était verrouillée, sans doute bloquée jusqu'à la fin de la séance. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à l'ouvrir. Même dans cette salle pleine, elle s'est sentie piégée. Elle aurait pu ressortir par l'entrée, mais dans sa panique, elle n'y avait même pas pensé. Et c'est là que son instinct s'est mis à hurler. Quelque chose s'approchait dans son dos. Alors, les yeux fermés, elle a pivoté sur elle-même et s'est mise à courir à toute vitesse, longeant les rangées jusqu'à l'entrée. Par chance, cette porte-là était ouverte. Une fois dehors, elle a aperçu les autres spectateurs qui attendaient, et les employés du cinéma. Puis, dès qu'elle a mis un pied dans la rue, la sensation glaciale a disparu, comme si tout cela était resté derrière elle, dans l'ombre de la salle. Mais à chaque fois qu'elle a revu des extraits de Parasite, que ce soit à la télé ou en ligne, le visage de cette créature lui est revenu. Son sourire figé, ses yeux monstrueux. Et cela l'a tellement marquée qu'elle n'a plus jamais pu regarder ce film. Cette histoire nous vient d'Alex. Elle lui est arrivée quand il avait 12 ans. Il vivait en Lettonie, dans une zone très peuplée, avec toujours beaucoup de monde autour. Un soir, alors qu'il était seul, il a appelé un ami, et ils ont décidé de se retrouver dans un parc du quartier. Il était très tard, environ 1h du matin. Ils sont arrivés au parc et ont commencé à en faire le tour. Il n'y avait absolument personne. Ce n'était pas vraiment habituel, surtout en plein centre-ville, mais Alex ne s'en est pas plus inquiété que ça à cause de l'heure. Il marchait tranquillement. Son ami avait emporté une petite enceinte, et comme il s'ennuyait un peu, ils ont commencé à lancer des bruitages drôles pour s'amuser. Ils ont ri, profitant du moment. Puis après quelques mètres, ils ont aperçu un groupe de personnes immobiles, dans une posture étrange. Alex a lancé en riant qu'on dirait une bande de SDF bourrés. Mais comme ils ne voyaient pas bien à cause de l'obscurité, ils se sont rapprochés, un peu par curiosité. Et là, ils ont enfin pu voir les silhouettes. Tous étaient chauves, habillés avec des bombers et de grosses bottes noires. Ils ressemblaient à des skinheads. Et Alex a tout de suite été terrorisé. Il était noir, et il savait que ce genre de groupe était souvent raciste. Il a dit à son ami qu'il devait s'en aller immédiatement. L'ami confus lui a demandé pourquoi. « Pas le temps d'expliquer, faut qu'on se barre !» Alex a lancé. Il répétait en boucle qu'il devait partir. Mais au moment où il insistait encore, une voix grave a retenti, leur disant d'approcher. Alex s'est figé. Il n'a rien répondu. Et la voix a crié encore plus fort. «
J'ai dit approche tout de suite. Il n'a pas bougé, tétanisé. Il a tourné la tête vers son ami, qui avait le visage livide. Et en se retournant vers le groupe, il les a vus courir dans leur direction. Il a hurlé « Cours !» Ils se sont mis à courir de toute leur force, aussi vite que possible. Ils ont quitté le parc à toute vitesse, mais les rues étaient complètement désertes. Ils ont fini par repérer un café, et ils ont foncé dedans, espérant y trouver du monde. Mais à l'intérieur, personne. Ils étaient sous le choc. Ils ont cherché des toilettes où se cacher, pour pouvoir s'enfermer et appeler la police. Mais ils n'en ont pas trouvé, et ne savaient plus quoi faire. Quand ils se sont retournés, le groupe venait d'entrer dans le café. Alex et son ami étaient coincés dans un coin de mur, sans aucune issue. Les hommes ont couru vers eux. L'un d'eux a saisi Alex, un autre a attrapé son ami. Ils se sont mis à hurler, appelant à l'aide, mais personne ne répondait. Celui qui a grippé Alex avait les mains couvertes de sang et de cicatrices. Il lui a hurlé dans l'oreille de la fermer et de venir avec eux. Ils ont continué à crier, mais les hommes les ont entraînés de force hors du café, en direction du parc. Alex a fermé les yeux, terrifié, et s'est mis à prier. Il a entendu son ami pleurer. Puis soudain, des sirènes de police ont retenti. Les skinheads ont immédiatement lâché prise et se sont enfuis. Alex et son ami ont couru jusqu'à chez eux, toujours sous le choc. Ils se sont enfermés dans leur chambre et ont fini par s'endormir, le cœur battant. Le lendemain, les parents d'Alex sont revenus de leur déplacement professionnel. Il leur a tout raconté. Et quand il a décrit l'apparence des agresseurs, le visage de sa mère s'est figé d'horreur. Quelques heures plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. C'était la police. Les agents leur ont dit qu'ils avaient eu une chance incroyable. Ces individus avaient déjà pris en chasse d'autres enfants. Ils attaquaient les passants, les enlevaient parfois, et les torturaient. Alex tremblait. Il ne cessait de se répéter qu'il aurait pu être enlevé et soumis aux pires tortures. Avez-vous déjà vu l'ange de la mort? Naël, lui, croit bien que oui. Il avait alors 4 ans. Aujourd'hui, il a 30 ans et vit aux Philippines. Ce n'est pas quelqu'un de peureux, vraiment pas, mais il garde au fond de ses souvenirs une histoire qui le dérange encore. Ce qu'il a vu était peut-être une illusion, mais toutes les personnes qui ont partagé cette expérience avec lui sont mortes. Sa mère et ses 2 tantes. L'histoire commence en 1997, un soir de pluie battante. Chaque week-end, sa mère et ses tantes se retrouvent avec leurs enfants pour passer du temps ensemble. C'était une tradition familiale, née du fait que la majorité des adultes étaient des femmes, très sociables qui plus est. C'était typique de la culture d'Asie du Sud-Est. Tout le monde dort ensemble sur des nattes, surtout quand les lits sont déjà tous pris. L'air devient rapidement étouffant dans une pièce bondée. Naël était encore enfant à l'époque, alors il ne se demandait pas pourquoi il avait si chaud. Mais il s'est réveillé en pleine nuit, en sueur, brûlant. Quand il a ouvert les yeux, il ne voyait rien. Il faisait noir comme dans un four. Apparemment, le gouvernement avait coupé l'électricité à cause de la pluie. Il ne se souvient plus s'il y avait un typhon, mais il se rappelle du bruit des gouttes sur le toit et du vent violent qui soufflait dehors. Il a tendu la main pour toucher sa mère, mais sa place sur la natte était vide. Elle était déjà réveillée. Ses yeux se sont lentement habitués à l'obscurité. Ils étaient au 3e étage de la maison de sa tante. L'escalier n'était qu'à 1 mètre de la porte de la chambre. Allongé là, il pouvait voir qui passait dans la cage d'escalier. Et c'est là qu'il a vu sa mère, ses 2 tantes, et le mari de l'une d'elles, tous cachés derrière un mur près de l'escalier. Naël a murmuré « Maman ?» et s'est approché d'eux. Ils avaient l'air terrifiés. Tous lui ont fait signe de se taire. À sa place, n'importe quel autre enfant aurait été intrigué. Pourquoi les adultes se cachaient-ils? De quoi avait-il peur? Il a essayé de jeter un coup d'œil, mais sa mère l'a tiré en arrière et lui a dit que c'était l'ange de la mort. Son cœur a battu plus fort encore. L'ange de la mort? À quoi ressemblait-il? Pendant que les adultes chuchotaient sur ce qu'ils allaient faire, Naël a profité d'un moment d'inattention pour regarder à nouveau. Et cette fois, sa mère n'a pas pu l'empêcher de voir. L'escalier en mu donnait sur une grande baie vitrée. De l'autre côté, il y avait une femme vêtue d'une longue robe noire à capuche. La capuche était rabattue. Naël a vu son visage pâle, presque blanc, et ses cheveux coupés au carré. Elle regardait à l'intérieur, comme si elle cherchait quelqu'un. Elle flottait dans les airs. C'était évident, car il était impossible pour une personne d'atteindre la fenêtre du 3e étage, surtout en tenant une immense faux dans la main droite. Le mari de sa tante l'a tiré en arrière, mais trop tard. Naël avait déjà vu la silhouette que tout le monde redoutait. L'ange de la mort était une femme. Et heureusement pour lui,
Elle ne l'avait pas vu. Naël ne se souvient plus de comment cette nuit s'est terminée. Mais le lendemain matin, il a surpris une conversation entre sa mère et sa tante. Elle pensait qu'il était trop jeune pour comprendre. Il n'avait que 4 ans. Mais il avait tout compris. Depuis, cet escalier le hante. 9 ans plus tard, sa tante et son mari, qui avaient assisté à l'incident de cette nuit-là, sont décédés. En 2021, Naël a tenté d'aborder le sujet avec sa mère. Il voulait savoir si c'était un rêve ou un souvenir. Elle l'a repoussé, visiblement agacée. 2 semaines plus tard, elle est morte d'une crise cardiaque. Peu après, une autre tante lui a rendu visite après avoir appris la nouvelle. Au fil de la discussion, il a de nouveau tenté de confirmer ce souvenir. Mais elle aussi l'a esquivé. 30 jours plus tard, elle est morte du diabète. 1 an après la mort de leur mère, Naël a enfin partagé cette histoire avec ses sœurs. L'aînée lui a avoué qu'elle avait mené des recherches sur ceux qui affirmaient avoir vu l'ange de la mort, bien avant qu'il ne lui parle de ce souvenir d'enfance. Et les témoignages concordaient. Une femme à la peau pâle, aux cheveux courts, vêtue d'une robe noire à capuche, portant une grande faux. Aujourd'hui encore, personne n'a jamais confirmé à Naël si cette nuit était réelle ou un simple cauchemar. Personne ne voulait mentir, mais personne ne voulait dire la vérité non plus. Et maintenant, il n'y a plus personne à qui poser la question. Céleste avait 11 ans quand cette histoire lui est arrivée. Pour situer un peu, elle était métisse, avait l'air un peu plus jeune que son âge et avait une magnifique chevelure noire. À l'époque, elle faisait l'école à la maison, et l'une de ses plus grandes joies, c'était de faire du vélo jusqu'à la plage. Ce matin-là, il était environ 9h30. Elle était assise dans le salon quand son téléphone a sonné. C'était sa mère. Elle lui a demandé si elle pouvait passer le balai dans le salon et la salle à manger, puis a ajouté qu'elle aurait aussi besoin de lui parler en rentrant. « D'accord, maman », a répondu Céleste. Elle a pris le balai, a fait ce qu'on lui a demandé, puis s'est installée dans le salon pour attendre. Quand sa mère est rentrée, elle lui a demandé de s'asseoir. Elle avait une tête grave. Céleste l'a écouté lui expliquer que son chat s'était échappé dans la nuit et qu'il avait été percuté par une voiture. Céleste a immédiatement senti les larmes monter. Ce chat, c'était son compagnon, une boule de poils rousse très affectueuse. Sa mère lui a dit que le corps était dans le jardin, mais quand elle a demandé à le voir, sa mère a refusé. « Non, tu ne pourras jamais te sortir cette image de la tête. » Mais Céleste a insisté pour le voir quand même. Et ce qu'elle a vu l'a effectivement choquée. Un œil hors de l'orbite, la langue pendue. C'était atroce. Quelques heures plus tard, son frère est rentré. Pour se changer les idées, elle a pris son vélo et est partie vers la plage. En chemin, un sans-abri est passé près d'elle, mendiant de la mener. Céleste s'est excusée, lui expliquant que sa mère lui avait interdit de parler aux inconnus. Ce qui était vrai. Il n'a pas eu l'air d'apprécier la réponse, mais Céleste s'en fichait. Elle n'avait qu'une envie, aller nager pour évacuer sa peine. Elle est restée 2 ou 3 heures là-bas, à nager et à discuter avec d'autres enfants. Puis comme la nuit commençait à tomber et que la faim se faisait sentir, elle a pris le chemin du retour. En pédalant, elle a eu cette sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Mais elle a préféré ne pas y prêter attention. Elle était déjà suffisamment secouée comme ça. De retour à la maison, elle s'est changée, a pris une douche, mangé, et est allée se coucher. Mais au beau milieu de la nuit, elle s'est réveillée avec une soif terrible. Et s'est levée pour aller boire un verre d'eau. En passant dans la cuisine, elle a regardé par la fenêtre. Et là, elle a vu une silhouette humaine courir dans le jardin, fouillant dans leurs affaires. À 11 ans, Céleste a voulu se rassurer. Peut-être que c'était juste un animal. Elle a pris son verre d'eau et est retournée se coucher. Le lendemain matin, la famille devait enterrer le chat. Céleste est sortie pour vérifier si la pelle était toujours là. Et s'est aussi approchée de l'endroit où reposait le corps. Mais il avait disparu. Elle a totalement paniqué. Elle est allée voir son père dans son bureau, pour lui demander s'ils avaient enterré son chat sans elle. Son père lui a répondu que non, et Céleste lui a expliqué que le chat n'était plus dans la boîte. « Tu es sûre d'avoir bien regardé ?» il a demandé, et Céleste a répondu que oui. Son père est tout de même allé vérifier par lui-même. Le corps avait bel et bien disparu. Il lui a dit que c'était peut-être un faucon qu'il avait emporté pour se nourrir. Mais cette explication ne l'a pas du tout satisfaite. Elle s'est alors demandé si c'était réellement un animal qui avait pu l'emporter, ou si c'était plus sombre. Est-ce que la chose qu'elle avait vue dans le jardin la veille avait dévoré les restes de son chat?
C'était pendant un été, Nolan ne se souvient plus de l'année exacte. Et il jouait chez sa cousine, qui habitait dans le même lotissement que lui. Ils n'étaient que 4, lui, sa cousine et 2 amis à elle. Il était le plus jeune du groupe. La maison avait 2 étages, alors ils avaient commencé par jouer à cache-cache. Puis ils avaient enchaîné avec des dessins animés jusqu'à ce que la faim se fasse sentir. Ils sont alors descendus pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Rien, pas même un seul biscuit. Du coup, ils ont décidé d'aller acheter un alo alo, un dessert très populaire aux Philippines. Le seul souci, c'est que la boutique la plus proche se trouvait hors du lotissement, alors ils ont marché un bon moment pour y arriver. Chacun a acheté le sien, puis ils ont pris le chemin du retour. Jusqu'à ce que la cousine de Nolan propose une idée idiote. Et si on faisait un Ding Dong Ditch? C'était le jeu où il fallait sonner à des portes et s'enfuir avant que quelqu'un ouvre. Il y avait, juste de l'autre côté de la boutique, une grande maison avec un portail bleu vif et une sonnette. L'idée a fait rire tout le monde, alors ils se sont lancés. Sur le côté de la maison, il y avait un petit passage. Nolan s'est caché là pendant que les 3 autres, plus âgés que lui, appuyaient sur la sonnette avant de s'enfuir en riant. 1 fois, 2 fois, personne ne répondait. À la 3e tentative, un homme est apparu. Un type gros, chauve, torse nu, portant seulement un short noir et des lunettes. La peau très pâle. Et, surtout, il tenait une arme à la main. Il avait l'air étranger, mais il a hurlé dans un anglais clair. « Pourquoi vous appuyez sans arrêt sur cette fichue sonnette ?» Puis, sans prévenir, il a levé la main et tiré. Les 3 autres se sont enfuis à toutes jambes. Nolan, lui, est resté figé. Impossible de bouger. Il était paralysé, choqué, jusqu'à ce qu'il réalise que s'il restait là, il allait mourir. Alors il s'est mis à courir, de toutes ses forces. Les autres étaient déjà loin devant, et lui pleurait en courant. À bout de souffle, il a jeté un coup d'œil derrière lui. L'homme le visait, puis l'a tiré. Mais à ce moment précis, Nolan a trébuché. Par miracle, la balle est passée juste au-dessus de lui. Il s'est relevé et a recommencé à courir, encore plus vite. Quand il est arrivé devant chez lui, il s'est écroulé et a fondu en larmes. C'est là que sa cousine l'a retrouvé, lui a pris la main, et ils sont repartis en courant ensemble. Le chauve les poursuivait encore. Ils n'ont arrêté de courir qu'une fois à l'intérieur de la maison de sa cousine. Les 2 autres y étaient déjà. Ils ont verrouillé la porte, tiré les rideaux, et se sont cachés. À travers un interstice dans les rideaux, ils ont vu l'homme les chercher du regard. Mais ne les voyant pas, il a fini par repartir. Nolan ne sait pas si sa cousine ou les 2 autres filles se souviennent encore de ce jour-là. Mais lui, il s'en souvient à la perfection. Il en a parlé à sa mère une fois, et depuis, il y repense souvent. Il était vraiment passé à 2 doigts de la mort. Christopher ne se souvient pas très bien de l'incident, mais il va essayer de l'expliquer du mieux qu'il peut. Il était encore au collège, et si sa mémoire est bonne, ça s'est passé en 2022, environ 2 mois avant les grandes vacances. Son collège comportait 2 étages avec un ascenseur. Même s'il était réservé au personnel, certains élèves avaient obtenu l'autorisation de l'utiliser. La plupart de ses camarades adoraient semer le chaos, provoquer des bagarres, vandaliser les toilettes pour alimenter les réseaux sociaux ou harceler d'autres élèves. Christopher, lui, n'a jamais fait partie de ces élèves-là. Il a toujours été gentil et attentionné, et il l'est encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour parler de ça qu'il souhaite raconter cette histoire. Le jour de l'incident, il assistait à son cours de maths de 2e heure. C'était un de ses jours ordinaires, passé à écouter des infos ennuyeuses sur les équations et à les résoudre machinalement. Il ne s'y est pas plus intéressé que ça. Puis d'un coup, le haut-parleur de l'interphone s'est déclenché. Il a cru à une annonce administrative banale, mais ce n'était pas du tout ça. La voix tremblante de la femme du bureau a annoncé qu'un adolescent armé venait d'entrer dans l'établissement. Christopher a ressenti un choc terrible en entendant ça. Il a balayé la salle du regard et a constaté que ses camarades étaient tout aussi effrayés. Leur professeur leur a dit d'aller se réfugier dans un coin, pendant qu'elle verrouillait la porte, baissait les stores et éteignait les lumières. Ils sont restés silencieux pendant qu'il s'asseyait avec eux pour attendre la fin du confinement. C'est à ce moment-là que Christopher a compris que ce n'était pas un exercice. Quelques minutes se sont écoulées dans un silence total, mais cela n'a pas duré. Ce qui est arrivé ensuite le fait frissonner encore aujourd'hui. Le silence est brutalement brisé par des coups de feu. Il ne saurait dire combien il y en a eu exactement, 3 ou 4 peut-être. Les détonations ont semblé lointaines, mais bientôt, des pas ont résonné dans le couloir. Certains élèves ont commencé à pleurer et ont prié pour que le tireur parte. Les pas se sont rapprochés. Celui qui se trouvait dehors s'est approché de leur salle. Puis soudain, les bruits de pas se sont arrêtés.
Le silence est revenu un instant, pesant. Et c'est là qu'ils ont entendu hurler. « Vous êtes où ?» La peur que Christopher a ressentie était si intense qu'il a eu l'impression qu'il allait perdre connaissance. Les autres ont pleuré eux aussi, complètement paniqués. Mais contre toute attente, le tireur a brusquement fait demi-tour, s'éloignant dans le couloir. Quelques minutes plus tard, l'interphone a de nouveau grésillé. La secrétaire a annoncé que l'adolescent était sorti du bâtiment après avoir vu les voitures de police arriver. Ce fut un immense soulagement pour toute la classe. Ce jour-là, ils ont appris que le tireur était un lycéen, visiblement bouleversé par quelque chose dont Christopher ne se souvenait pas. En entrant dans le collège avec son arme, il est monté au 2e étage. Là, il a tiré 4 fois en l'air pour faire fuir tout le monde. La police l'a ensuite localisé et arrêté. Il a été jugé et condamné, ce qui leur a apporté un certain réconfort. Au moins, il n'était plus en liberté. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps. C'était durant l'été 1979. À l'époque, Nicolas était encore enfant et il avait l'habitude de faire du vélo avec ses meilleurs amis à travers la ville. Un soir vers 23h, ils ont décidé de continuer à pédaler un peu au lieu de rentrer chez eux. C'était excitant, surtout qu'ils n'étaient pas autorisés à sortir aussi tard, encore moins sans leurs parents. Mais Nicolas s'est senti aussi un peu anxieux. Son ami l'a rassuré en lui disant que tout irait bien, que ce serait juste marrant. Alors ils ont commencé à parcourir les rues du quartier à vélo. C'était vraiment grisant de rouler comme ça dans les nuits. Partout où ils passaient, tout était calme, et Nicolas appréciait cette ambiance nocturne. Après une vingtaine de minutes, il a remarqué qu'ils se trouvaient dans un endroit inconnu. Il a demandé à son ami s'il savait où ils allaient, et quand celui-ci a répondu qu'il s'était peut-être perdu, un frisson glacé lui a parcouru le dos. Ils étaient littéralement au milieu d'une vieille rue déserte, sans aucun éclairage. À cette époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable, donc impossible d'appeler qui que ce soit pour demander de l'aide. Nicolas était terrifié. Son ami l'a rassuré, lui disant que ce n'était pas grave et qu'il n'avait qu'à trouver quelqu'un à qui demander leur chemin. Alors ils ont continué à rouler pendant encore 5 minutes, jusqu'à tomber sur une maison avec le garage ouvert et les lumières allumées. En s'approchant, ils ont aperçu une femme vêtue d'une longue robe blanche, debout au bout de l'allée. Elle ne faisait rien. Elle restait là, immobile, à fixer la route. Ils se sont approchés et lui ont demandé si elle connaissait le chemin pour retourner dans le quartier de l'ami de Nicolas. Mais elle n'a pas répondu. Elle les a juste fixés. Son regard était glacial, vide, presque malveillant. C'était dérangeant. Puis elle a fait un pas vers eux. Encore une fois, elle s'est contentée de les fixer, avec encore plus d'intensité. Nicolas et son ami ont été pris de panique. Ils sont remontés précipitamment sur leur vélo et se sont éloignés de cette maison. Nicolas n'avait aucune envie de se retourner, mais il a senti qu'il le devait. Et il l'a aussitôt regretté. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. La femme les suivait. Elle courait vraiment très vite. Mais ce qui l'a le plus terrifié, c'était sa manière de courir. Quelque chose n'allait pas, comme si son corps ne bougeait pas naturellement. Et il a vu son visage. Elle souriait d'un sourire si large qu'il semblait prêt à lui fendre le visage. Il a crié à son ami qu'il était juste derrière eux et qu'il devait aller plus vite. Ils ont pédalé de toute leur force, jusqu'à ce que son ami tombe de son vélo. « Allez, relève-toi, faut qu'on y aille !» a hurlé Nicolas. Son ami est resté assis quelques secondes au sol. Malgré la douleur et la panique, il a fini par se relever et remonter sur son vélo. Finalement, ils ont réussi à rejoindre la route principale et à retourner chez l'ami de Nicolas, sain et sauf. Mais en se retournant une dernière fois, Nicolas a constaté que la rue était vide. Il n'y avait plus personne. Elle les avait suivis, puis elle avait disparu. La route, elle, était redevenue calme, comme d'habitude. Cet instant reste encore aujourd'hui l'expérience la plus étrange de toute sa vie. Aujourd'hui, Nicolas et son ami sont adultes. Ils ont fini par perdre contact au fil des années. Mais il sait que ce souvenir terrifiant, ils le garderont tous les deux en eux, pour toujours. Cet incident s'est passé l'année dernière, vers le mois de décembre. Mina était en seconde, et ses deux parents travaillaient jusqu'à 23h. À leur retour, soit elle dormait déjà, soit elle était sur son téléphone. Un soir aux environs de 21h, elle a eu soif, alors elle est allée dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de la porte, elle a aperçu une silhouette. Elle a aussitôt ressenti une grande paranoïa. Elle était particulièrement sensible à ce genre de choses, surtout quand elle était seule à la maison.
C'était vraiment étrange. Il y avait quelqu'un, juste là, debout devant sa porte. Mais la personne ne frappait pas, ne sonnait pas, rien. Alors Mina s'est avancée lentement vers la porte d'entrée et a regardé par le judas pour voir qui se trouvait là. Et ce qu'elle a vu l'a terrorisée. C'était un homme, visiblement entre 35 et 45 ans. Il avait du sang sur son visage et sa chemise. Et le pire, c'est qu'il y en avait 2 autres derrière lui, plus jeunes. Mina a cru qu'elle allait se faire cambrioler, ou même assassiner. En reculant lentement, elle a entendu l'un d'eux murmurer « L'un de vous, allez vérifier si la porte de derrière est ouverte. » Elle s'est précipitée vers la porte arrière avant que l'un d'eux puisse y arriver. Heureusement, elle était bien verrouillée, comme d'habitude. Elle est ensuite montée à l'étage et a appelé la police. Les agents lui ont demandé de rester en ligne avec eux. Mais à peine avait-il commencé à lui parler qu'elle a entendu le portail du fond se faire fracasser. Elle était terrifiée, mais elle a essayé de ne pas crier. Peu après, elle a entendu les 2 autres essayer de forcer la porte d'entrée elle aussi. Elle a compris qu'ils avaient réussi à pénétrer dans la maison. Alors elle s'est enfermée dans la salle de bain. Elle a entendu au moins 3 autres paires de pas fouiller frénétiquement les pieds sur rez-de-chaussée. Ils allaient forcément monter. Mina a ouvert la fenêtre, prête à sauter. Chaque pas résonnait un peu plus fort que le précédent. Il se rapprochait. Et c'est là que tout a basculé. Il a essayé d'ouvrir la porte. En constatant qu'elle était verrouillée, il a hurlé aux autres. « Il y a quelqu'un caché ici !» Puis s'est mis à secouer la poignée violemment. Mina a plaqué ses mains contre sa bouche pour ne pas crier. Et elle a sauté. Elle a atterri dans un buisson. Et s'est fait un peu mal en tombant, mais elle n'avait pas le temps de s'arrêter. En se relevant, elle a tourné la tête à sa gauche. Et ce qu'elle a vu la terrifiait comme jamais. 2 hommes étaient assis à l'arrière de la maison, comme s'ils savaient qu'elle allait sortir par là. Ils l'attendaient. Mina s'est figée un instant. Ils l'ont regardée droit dans les yeux. Elle a senti la panique monter, mais s'est aussitôt mise à courir vers la rue. Les 2 hommes se sont lancés à sa poursuite. Elle a vraiment cru que c'était la fin. Mais au même moment, elle a entendu les sirènes de police. En se retournant, elle a vu les 2 hommes fuir dans la direction opposée. Un agent de police l'a retrouvée, pendant que les autres se lançaient à la poursuite des suspects. Mina leur a crié qu'il y en avait d'autres dans la maison. 2 des hommes ont été arrêtés sur place pendant que 3 autres agents fonçaient vers la maison. Quelques instants plus tard, tous les hommes ont été capturés et menottés. Mina était encore sous le choc. Elle n'arrivait même pas à croire à ce qu'elle voyait. Ce n'étaient pas seulement 3 cambrioleurs, il y en avait 7. Et ils attendaient tous qu'elle sorte. Pendant que certains des policiers essayaient de la calmer, un autre a téléphoné à ses parents pour les prévenir. Ils sont immédiatement rentrés à la maison. Peu après, les enquêteurs ont découvert que les 7 hommes avaient repéré que Mina restait souvent seule chez elle. Et ils avaient planifié leur intrusion en conséquence. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais dormi seule à la maison. Dès qu'elle sait qu'elle sera seule, elle passe la nuit chez sa grand-mère. Mais malgré tout, cette peur ne l'a jamais quittée. Elle craint toujours qu'un jour, ça recommence.